Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à un film assez connu, mais je ne suis pas complètement hors sujet puisque tout le monde a décidé de l'oublier à part une communauté de fans bruyants. Et pourtant, le film avait tout pour rester dans les annales, déjà les Wachowski à la réalisation. Ces deux femmes qui ont révolutionné le monde du cinéma à elles seules, qui ont fait des films qui ont déjà marqué l'histoire du cinéma, les Matrix bien évidemment, mais pas que. Personnellement, je trouve que V pour Vendetta est tout aussi novateur et incontournable, même si elles ne sont que productrices sur le projet. Et comme d'habitude, je m'égare. Et en 2012 sort Cloud Atlas, car c'est bien de ce film dont on va parler. Et bien que maintenant les avis sont plutôt positifs sur ce film, à sa sortie ils étaient plutôt mitigés, le film rentrant tout juste dans ses frais. Comme je l'ai dit, Cloud Atlas est sorti en 2012, et en 2012 sortaient Avengers, premier du nom, Skyfall, The Dark Knight Rises, Le Hobbit et Hunger Games, premier du nom eux aussi. Enfin bref, tout ça pour dire que 2012 était une année riche en cinéma et en nouvelles sagas, et les attentes et attentions étaient plutôt tournées vers les films cités précédemment. On était déjà au bord de l'indigestion et ce n'était que l'entrée, alors c'est sûr que c'est pas facile pour Cloud Atlas de sortir du lot. Pour continuer sur la métaphore culinaire, le public considérait ça comme la petite salade qui décore le plat, qui fait joli de loin mais qu'on laisse toujours sur le côté de l'assiette après avoir mangé le carpaccio. Bon, je ne vais pas vous présenter les Wachowski, elles sont déjà bien assez connues, et de toute façon, il y en a d'autres qui le font mieux que moi, comme Durandal ou Mister MJ, pour ne rester que sur YouTube. On abordera plus en détail leur réalisation après, car il y a à boire et à manger. On va juste retenir qu'avec Matrix, elles se sont imposées comme des réalisatrices influentes et indépendantes, dans le sens qu'elles ne sont pas des yes man. On atteste la liberté qu'elles ont pu avoir pour Speed Racer ou le maternage qu'elles ont fait pour V pour Vendetta. Mais très vite, le public se lasse, car le public finit toujours par se lasser, même si c'est le créateur qui a révolutionné en son temps. Comme le prouve Tim Burton et son grand écart artistique, ou le cas des Wachowski, comme le prouve malheureusement Jupiter Ascending. Quand sort Cloud Atlas, les Wachowski sortent de Speed, qui a laissé en demi-teinte le public, donc il fallait réussir à les raccrocher à leur cinéma. Et je vais pas vous mentir, ça a merdé. Mais moi, quand on m'a vendu l'idée d'une fresque mythologique moderne dans un film choral dans ce gigantesque univers qu'est le nôtre et à travers toute l'histoire de notre planète, j'étais aussi excité qu'un collégien qui découvre ses premiers poils. Collégien que j'étais à l'époque d'ailleurs. En plus, on rajoute à ça un casting aux petits oignons, on ne pouvait pas rêver mieux. Et quand je l'ai vu, j'ai pas été déçu. Je suis sorti de la salle avec une bonne petite claque dans la gueule, mais apparemment je suis le seul que ce film ait molesté, car mon entourage le trouvait soit trop compliqué, soit trop stupide, mais nous reviendrons sur sa réception plus tard. Revenons à la base, c'est quoi donc l'histoire ? Mais c'est là que le film a perdu une partie de son public, car il ne raconte pas une histoire, mais 6 histoires, donc je vais vous les raconter, mais on va faire ça chronologiquement pour que ce soit plus simple. Pour commencer, l'histoire d'Adam Ewing, un juriste parti sur les mers à la fin du 19e siècle, il sauvera la vie d'un esclave clandestin à l'expédition, qui le sauvera à son tour. Ensuite, l'histoire de Robert Frobisher, un compositeur homosexuel durant la montée du nazisme en Allemagne, qui passera sa vie à composer son œuvre ultime en se bataillant pour son art, ses amours et son acceptation. Et comme vous pouvez l'imaginer, ça se finit pas très bien. Dans les années 70, on suit l'histoire de Louisa Ray, une journaliste qui, avec l'aide de Rufus Thick-Smith, un brillant physicien reconverti dans le nucléaire après la mort de son grand amour, Robert Frobisher, tout est connecté, ils vont tous les deux faire éclater la vérité sur la sécurité d'une industrie nucléaire, celle où travaille Rufus. Mais il finira assassiné par ses supérieurs, s'y déroulera par la suite une traque de Louisa et les tentatives pour faire éclater la vérité. En 2012, contemporain à la sortie du film, on suit les aventures de Timothy Cavendish, un éditeur véreux qui fuit ses dettes et ses cruels créanciers. Une histoire rocambolesque et comique, entre coups de pute, coups de chance, coups du sort, coups de poing et coups de gueule, qui inspirera un film sur sa vie. En 2144, en Corée, Sogmi 451, une esclave moderne qui, grâce au film sur Timothy Cavendish et le soutien d'une résistance, deviendra l'image publique de la révolution des clones. Sogmi, qui 3 siècles plus tard sera divinisé par un peuple survivant après la chute du monde civilisé, futur où Zachary, trop coire pour sauver ses proches d'une attaque cannibale, va trouver la rédemption en aidant Méronime, une étrangère qui a gardé la technologie dans son quotidien. Et c'est là où beaucoup de personnes ont eu du mal avec le film, ils étaient allés voir une grande histoire et on leur raconte 6 petites. Mais en définitive, le film ne raconte qu'une seule histoire, une personne opprimée ou face à l'oppression qui décide d'agir pour améliorer sa condition. La quête du héros par excellence. Thématique présente dans tous les films des Wachowski, mais abordée sous tous les angles différents. Chaque personnage a des intentions plus ou moins nobles, mais ils ont tous le même but. Mais alors, pourquoi faire 6 histoires ? C'est par la narration qu'on aura la réponse. Le montage est fait pour que toutes les histoires se passent en même temps. Là, on pourrait être perdu par le changement d'histoire, qui ne semble avoir aucun lien entre elles, sauf que le film est pensé pour que les épreuves de nos héros se répondent.
Les scènes d'exposition se déroulent les unes après les autres, pour que l'on découvre chaque univers. Les scènes où le héros est face à un dilemme moral sont regroupées, idem pour les moments de défaite, de tristesse et pour la résolution. Le scénario renforce les liens entre les histoires avec un peu de fantaisie, et la tache de naissance en forme d'étoile que possèdent tous les protagonistes, et aussi le lien entre tous les univers, car les 6 histoires se déroulent dans le même endroit, dans la même chronologie, ainsi la précédente va inspirer la suivante. La vie d'Adam Ewing va inspirer Frobisher pour son sextet, ce même sextet que Louisa Ray va connaître sans l'avoir jamais écouté, ce qui va permettre un moment de douceur dans un film policier angoissant. Elle va aussi rencontrer Rufus, le grand amour de Frobisher. Timothy Cavendish lira les mémoires de Louisa Ray et sa vie, si comique, sera adaptée en film. Film que verra Sogmi et dont une réplique va la pousser à la révolution. Cette révolution qui bouleversera l'histoire et la transformant par la même en déesse, par une humanité redevenue à ses origines. Et là où les Wachowski sont bonnes, et pour prouver encore une fois que toutes les histoires ont été racontées, qu'elles sont toutes les mêmes mais qu'il existe une infinité de façons de les raconter, elles ont décidé de faire jouer les différents rôles de l'histoire par les mêmes acteurs. Ainsi Halle Berry sera à la fois Louisa, Méronyme, une indigène à l'époque de la colonisation, et un médecin clandestin en 2100. Hugo Weaving jouera Thaddeus Kingsawring, antagoniste du jeune Frobisher, le tueur à gages à la solde de l'entreprise nucléaire, la tête de l'oppression coréenne, ou celle de l'esprit morbide qui hante Zachary. Et puis surtout, quelle idée de génie de lui faire jouer l'infirmière Knox, ennemie de Cavendish, une employée d'EHPAD sadique avec un sourire à en faire pâlir William Dafoe. C'est juste hilarant et jouissif. Enfin bref, chaque acteur joue un rôle différent, mais il joue souvent le même. Hugo Weaving jouera toujours les méchants, Ben Whishaw jouera les passionnés et gâtés par le sort, Halle Berry jouera les personnes qui veulent aider, par idéaux ou par amitié. Le cas de Tom Hanks est particulier, car bien qu'il ne soit pas un principal dans toutes les histoires, je dirais que c'est l'acteur principal, car c'est avec lui que commence et se termine l'histoire, et c'est aussi lui qui évolue le plus dans tous ses rôles. Il commence en étant l'étagoniste à la colonisation, il sera ensuite neutre en tant que tenancier en 1936, bien que vénal, et en scientifique en 1970, il deviendra même bon puisqu'il aidera Louisa dans son enquête. En 2012, il jouera la victime de l'escroquerie de Cavendish. Bon, c'est un auteur sanguin qui finit en prison pour avoir tué un critique, donc il fait un peu un retour en arrière, mais déjà il est secondaire et puis il va découvrir la crainte. En 2100, il jouera l'acteur qui joue le rôle de Timothy Cavendish dans le film qui inspire Sogmi, quelqu'un qui veut bien agir, et pour finir, il sera le personnage principal dans l'histoire post-apocalyptique. Un être terrifié qui va apprendre à se reconstruire, quelqu'un de mauvais ou du moins d'égoïste qui devient bon et qui finit par se faire avoir par le mal, qui perd confiance et qui comprend qu'il doit se reconstruire. Ça fait de Tom Hanks un personnage complet et qui fait transparaître un message d'acceptation, de tolérance, de pardon et de rédemption. Par contre, le fait que Hugo Weaving joue les méchants, ça m'a fait tiquer. Je sais que c'est involontaire de leur part, mais chaque personne sont les mêmes malgré leurs origines différentes. Tu auras beau faire tous les efforts, si tu es le gène Weaving, tu es méchant. Si tu es le gène Berry, tu es une femme aidante qui apporte la vérité. Et ça aurait pu être du délit de faciès, voire de l'eugénisme, mais les mots de Sogmi sur le sujet contredisent toute cette théorie, et en plus permettent d'être le message du film. Tout le monde s'influence, on est porté par les récits des héros passés, on voudra ressembler à quelqu'un, et qui sait, on inspirera peut-être quelqu'un d'autre dans le futur. Comme l'a si bien dit Durandal, ce que veulent les Wachowski, c'est que vous compreniez le monde qui vous entoure et les gens qui y vivent, pour vous connaître vous-même. Et puis surtout, c'est un film, un concept, donc il est forcément contraint dans le scénario. Mais on s'égare, revenons à nos moutons. Ce film est une merveille de cinéma. Déjà la technique est super, comme ont su le prouver à maintes reprises les Wachowski. Elles arrivent à apporter le gigantisme à leur histoire par leur réalisation, leur montage, leur scénario et par leur musique. La musique d'ailleurs est excellente et ajoute les ambiances voulues, comme les angoisses de Zachary, le stratagème mesquin de Cavendish ou les envolées orchestrales pour l'aventure. Quand elle n'est tout simplement pas centrale. Pour l'histoire de Frobisher, un compositeur rejeté qui a voué sa vie à composer son œuvre parfaite, il fallait une musique mémorable. Et ben on l'a eu. Il fait partie de mes morceaux préférés que le cinéma ait donné. La musique est composée par Tom Tykwer, co-réalisateur du film, qui s'occupera des parties filmées de Cavendish, Frobisher et Louisa Ray. Il compose un magnifique sextet, un morceau joué par 6 instruments. Et je vais vous avouer un truc, j'ai un faible pour les musiques lancinantes qui montent de plus en plus vers l'apothéose. Il commence tout en douceur, comme une mélodie simple, et reste gravé. C'est un peu comme Inception, un ensemble de notes rejouées en boucle, qui devient de plus en plus épique, et les cuivres arrivent et ça finit en apothéose. Pour les connaisseurs, c'est assez proche du style de l'Orchestre National de Londres pour Doctor Who, avec I Am the Doctor et I Am a Good Man, respectivement la musique du 11e et du 12e Docteur, qui ont la même construction. La musique aura d'autant plus d'importance dans la diégèse de l'histoire, puisqu'elle a un rôle important pour l'histoire de Louisa Ray, qui rencontre un disquaire durant son enquête.
Enfin bref, je pourrais parler pendant des heures de ce film tellement il y a de choses à dire, mais je veux plutôt parler de sa réception. Car il a fait aucun bruit à sa sortie et c'est un semi-échec pour le meilleur film des Wachowski après Matrix. Bon, je pense que le côté étrange de Speed a rebuté un certain nombre de gens à aller voir leur film suivant, et c'est pour ça que je le mets dans cette émission, pour vous donner envie d'aller voir un film qui fait réfléchir. Et pour tous les cinéphiles, c'est un excellent outil d'analyse, car avec une histoire comme celle-ci, il fallait une réalisation intelligente. Et ils ont apporté toute la symbolique en pré-production, ils ont réussi techniquement sur le tournage à rendre les multiples visions de la réalisation claires, et pour finir, le montage est un exemple de montage parallèle et d'histoire intriquée. Bon, on va arrêter de tourner autour du pot, les Wachowski ne font pas de la merde et n'ont jamais arrêté de faire de bons films. Je vais aborder rapidement la version française qui est excellente, avec les voix officielles de tout le gratin, avec des différences subtiles dans la voix des comédiens quand les acteurs changent de rôle, qui rend chaque personnage distinct et en même temps identique. Un exercice réussi qui colle à la thématique du film. On notera quelques pertes dans la traduction comme Bourre-Pif pour Knuckle Sandwich, le titre du bouquin qu'édite Cavendish. Ça rend trop ridicule l'auteur nerveux qui est déjà bien ridicule. Quelques subtilités dans les trucages se perdent, comme la voix trafiquée du film cassé que regarde Song-Mi, mais bon, chipote pour que dalle, le doublage est de très bonne facture. Enfin bref, je vous invite à aller voir ce film si vous ne l'avez pas déjà vu et de donner une voix de plus à une œuvre qui n'arrive pas à se faire entendre comme elle le mériterait. Sur ce, je vous dis au revoir et mes condoléances pour votre temps libre. Oh, le soleil vert, c'est de la chair humaine. Oh, revenez là tout de suite. Oh, Ah, n'approchez pas, ou je devrais vous dénoncer comme complice dans mon dépôt de plainte. j'ai autre chose à faire, vous savez. Ne vous gênez pas pour moi, espèce de grand dépendeur d'andouille. D'accord. Lâchez-moi immédiatement, fief et foutu fouteur de gens.